met une petite vidéo juste pour le plaisir avant, pour vous montrer un peu ce qu'est Spell of Genesis si vous ne savez pas. Donc, let's go. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue chez vous sur Detective Token en ce mardi 28 novembre 2023. Let's go encore une fois, avec toujours le même petit disclaimer, petit rappel aux investisseurs, aux singes et autres animaux de basse-cour. Nous ne donnons aucun conseil en investissement ou financier. Alors Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Vous êtes tous adultes et c'est vous qui appuyez sur valider, que ce soit au bottom ou à la TH. Vous êtes donc les uniques responsables de vos investissements et à l'instar de tout investissement, et ce encore plus en crypto, de beaux multiplicateurs sont possibles, mais perdre une partie ou la totalité de votre capital l'est aussi. Soyez-en bien conscients et agissez en correspondance. Donc chaque auditeur pour l'instant est muet, il pourra poser évidemment ses questions en fin du talk show. Je suis Nicolas, accompagné de Namollo et Versdi. Et nous parlerons ce soir de Spells of Genesis et nous recevons à cette occasion Shaban Sham, le créateur et CEO de Everdreamsoft. Bonsoir à toi et bienvenue. Salut, merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, vous allez retrouver évidemment notre channel et Cut. Donc, vous allez vous retrouver tous les liens à partir de 21h ce soir, le 28 novembre. Que vous écoutez le replay ou vous êtes là en live, vous aurez tous les liens du Discord, du Twitter, du site internet. Vous les aurez tous en suivi. Et on discutait un petit peu en off avec Shaban. Donc, on va revenir un petit peu sur cette parenthèse où moi, je trouvais génial que pour une fois, on reçoive quelqu'un qui est là dans la crypto depuis 2015, qui a peut-être fait les premiers NFT sur la blockchain Bitcoin en 2015 et qui était même là avant, qui n'est pas essayé en 2017 de lever des millions à base d'ICO pour récupérer de l'argent et autres. Il a buildé, il a buildé, il a buildé. Et non plus en 2021. Il est là non pas avec un projet, mais finalement avec un produit fini et un écosystème énorme, on va en parler. Et ça me fait plaisir de recevoir finalement quelqu'un de humble et quelqu'un qui a construit énormément quelque chose sans essayer de récupérer à droite, à gauche la thune dans les 2 derniers, qui auraient été très faciles pour toi, dans les 2 derniers, bull run qu'on a vus. Ouais, ouais, c'est sûr. Et comme je disais en off, donc nous vraiment notre credo, c'est de builder, de pas promettre monts et merveilles avant d'avoir prouvé. Comme je disais, bah, des fois c'était parfois frustrant parce qu'on a commencé en 2015, on a dû serrer un peu la ceinture, on a dû builder. On a vu des projets complètement loufoques lever des millions, sans aucune expérience, sans aucune qualité de projet, opportuniste, quoi, tout simplement. Et collecter des millions de la part de la communauté, et puis s'envoler, et puis mourir rapidement après. Évidemment, donnant après un mauvaise image de tout cet écosystème NFT. On le voit aujourd'hui depuis la bulle 2021, l'image des NFT est vraiment, on va dire, au plus bas avec tous les projets copycat et choses de faible qualité. Il y a des choses de grande qualité, il faut le reconnaître.
Et voilà, nous, notre but, c'est toujours de builder, d'innover, de montrer la voie et surtout de créer un écosystème plus sûr et finalement vertueux parce que on croit vraiment, et moi-même, je crois vraiment que la blockchain va changer beaucoup de pans de beaucoup d'industries et on est là, en fait, pour accompagner ça et pour être au début de ce mouvement. Ouais, c'est ça, on peut se dire que ça existe depuis, plus de 15 ans maintenant, enfin pas loin de 15 ans maintenant et on a l'impression d'être encore entre le Minitel et l'internet. Pour le web 3, Mmh. entre l'internet et le web 3, on en est quasi là au balbutiement comme on se répète assez souvent. Donc très bien. Bah, écoute, c'est très, très complet. On va pas pouvoir évidemment parler de tout. On va survoler quelques sujets. On va surtout parler du jeu Spell of Genesis mais on va commencer par les présentations pour ceux qui ne te connaissent pas. Heu, qui es-tu, Chaban? Alors, Chaban Chamé, je suis basé à Genève en Suisse. On a une équipe suisse et française, franco-suisse. Et donc, j'ai lancé Evergamesoft en 2010 comme un studio de jeu avec un premier jeu de cartes à collectionner qui s'appelait Munga. Et ensuite, basculer dans la blockchain en 2015, à une époque où on utilisait la blockchain surtout pour des monnaies, Bitcoin et beaucoup de dérivés de Bitcoin, qui étaient en fait de l'argent peer-to-peer. Et moi, j'ai toujours été un passionné un peu de création de jeux de cartes. Alors, ça a été plutôt mon métier, mais sur tous les types de jeux de cartes, ça a été vraiment là où je me suis focalisé. Et mon intérêt, c'était de se dire, bah, la blockchain arrive, les crypto-monnaies, ça va changer beaucoup de choses et intégrons ça à quelque chose de non monétaire, donc pour du jeu, pour avoir en fait la pleine propriété des éléments digitaux, des jeux de cartes, des cartes digitales, à la place, enfin comme pour les cartes physiques, mais dans le monde digital. Et là est venue l'idée en fait de lancer Space of Genesis. Très bien et on va parler du pourquoi tu es venu, aussi au à la blockchain et autres. Donc encore une fois, je vous ai mis, le Discord. Rejoignez-le parce que ça va être nécessaire, vous comprendrez rapidement pourquoi. Le Twitter, rejoignez-le, vous l'avez sûrement déjà fait pour pouvoir participer au giveaway. Et je vous ai mis Everdreamsoft, hein, qui est CEO. On va en discuter. Il y a Crystal Suite, Chain Chronicles, Spells of Genesis. On a un univers qui pour moi est phénoménal parce que voilà, encore une fois, c'est un produit fini. Donc pour une, voilà, généralement, je trouve toujours des red flags à soulever. Je t'embêterai peut-être avec deux ou trois petits détails, mais là, on a un produit ultra fini et ça me fait vraiment plaisir de recevoir un projet comme ça. Donc, on va un petit peu. J'ai essayé de faire au mieux un condensé par rapport aux liens et autres, parce on a énormément de matière. Donc, on va discuter un petit peu, évidemment, des à côté avant de venir au projet. Environnement univers ultra complet, comme je disais, Everdreamsoft, Crystal Suite, Chain Chronicle, Spell of Genesis. On a Bit Crystals aussi, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Kazatukan, wouh, c'est sans fin et c'est depuis longtemps. Donc produits et autres. Donc je sais que tu as créé les jeux en 2010. Et qu'est-ce qui a fait par rapport à ce qu'on peut retrouver à des jeux aujourd'hui, des échanges de comptes, des faux ventes de comptes, qui a fait que tu es arrivé sur la blockchain et que tu as décidé mais t'es même pas un pionnier, tu es le géniteur des NFT. Là, je te joue un peu trop de violon ce soir, c'est pas mon habitude et tout le monde te le dira. Viens pas chez DT, tu vas te faire défoncer. Mais là, je te joue du violon, je suis désolé. Tu es un peu le géniteur des NFT sur le réseau Bitcoin. Allez, parle-nous un peu de tout ça et de tous ces petits. Bah, volontiers. Je pourrais en parler très très longtemps. Alors je vais essayer de condenser. Et juste avant de venir à ta question, j'ai oublié dans mon mot de présentation, j'ai oublié de dire que je suis aussi cofondateur de la Blockchain Game Alliance.
qui est trésorier et on a la mission justement avec The Sandbox par exemple, qui est dont Sébastien Borgel président, Ubisoft et autres, de démocratiser le jeu Web3. Et du coup, pour en venir à ta question, alors en fait, historiquement, donc on avait ce premier jeu, Munga, et on a eu, un peu comme tout jeu, donc un cycle. On était vraiment au tout début du free-to-play. Et on a lancé en 2010, à une époque où le free-to-play n'existait pas. Et en fait, on avait un jeu gratuit et puis les gens avaient la possibilité d'acheter des cartes supplémentaires dans le jeu. Il n'y avait pas encore les achats in-app. Donc ça se traduisait en plusieurs applications différentes qui étaient en fait strictement les mêmes, mais dépendamment de celles qu'on achetait ou qu'on téléchargeait gratuitement, on obtenait des cartes supplémentaires sur son compte. Et ça, c'était au début des smartphones. Et moi, j'ai été fasciné par les smartphones. Et en 2010, c'était vraiment un écosystème, et surtout l'iPhone qui arrivait, un écosystème hyper intéressant parce qu'il y avait tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles idées et autres. Et donc le temps a passé, 2012, 2013, Munga a eu son succès, on va dire. Et puis rapidement, on a eu la concurrence internationale. On a eu des Blizzard qui sont arrivés avec Hearthstone. Tout le monde a commencé à faire du free-to-play. Et là où nous, on avait un avantage, c'est qu'on avait un jeu gratuit, mais qui permettait quand même de rapporter des sous en vendant des cartes. Tout le monde s'est mis au modèle et le marché est devenu hyper saturé. Et nous, étant basés en Suisse, on a des coûts qui sont élevés, donc on est obligé d'être un peu dans l'innovation, sinon on ne peut pas être en concurrence avec des jeux faits en Chine et sur un marché hyper concurrentiel. Donc le jeu a eu son succès, et puis une fois que c'était très concurrentiel, notre but c'était de faire une alliance avec une grande entreprise. Et ça n'a pas marché. Une grande entreprise japonaise qui avait l'expérience gaming, mobile, etc., devait investir chez nous. Ça s'est pas fait. Ils ont eu des problèmes en interne. Et du coup, on s'est retrouvé un peu dans le dur à ce moment-là. Mais on continuait à développer, enfin, à maintenir la communauté du jeu, Munga, on va dire un peu dans la peine, mais on avait en communauté. Et en fait, ce que j'observais, c'est que les gens échangeaient des cartes, donc les cartes du jeu s'échangeaient contre du vrai argent, alors que c'était interdit par les terms and conditions. Parce qu'en fait, si les cartes ont une vraie valeur monétaire, nous, on devient un peu comme une banque, parce qu'on est garant, en fait, de quelque chose qui a de la valeur pour autrui. Et c'est pour ça que dans la plupart des jeux, c'est interdit, et puis l'échange contre du vrai argent est interdit. D'autant que les gens nous contactaient au support en disant: «Ah, mon compte a été hacké, est-ce que vous pouvez annuler cette transaction?» Et en fait, ils avaient échangé du vrai argent sous la table. Enfin, bon. Donc une galère au niveau du support. Et en 2013, je me suis intéressé au Bitcoin d'un point de vue très vif. Donc, j'avais vu cette monnaie dans des sites de news qui disaient: «Ah, ça a pris de la valeur, c'est passé de $50 à $100». Je me suis dit: «Ah, il faut que j'achète». Et puis j'ai pas fait, c'était compliqué à l'époque, heu, beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et puis après, j'ai revu une news que ça a remonté, je me suis dit: «Mince, j'ai pas acheté». Alors là, du coup, je suis allé acheter du bitcoin, et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne. Et là, ça a été vraiment, c'était vraiment un La wow effect, révélation. la révélation. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est incroyable, cette idée de décentralisation à peer to peer, le fait que ça marche, mais c'est complètement fou, c'est complètement dingue». Et je me dis: «Mais en fait, personne ne le sait». Enfin, très peu de gens, on va dire, un petit microcosme, les autres
bah, ils voient ça un peu comme la monnaie du darknet, mais ils comprennent pas comment ça marche et ils comprennent pas, en fait, l'impact, dans nos vies et en fait, tout ce que ça peut faire. Et à cette époque-là, l'univers crypto était aussi très, dynamique. Alors il est toujours dynamique, mais on va dire, c'était une communauté vraiment de gens passionnés. Il y avait, des projets intéressants, des news, qui sortaient, des nouvelles idées, de manière très, 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 très fréquente. Donc là, aujourd'hui aussi, mais on va dire, il y a beaucoup de 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 déchets, on va dire et de copycat, mais à l'époque, il y avait, une certaine qualité, ça fait que j'ai été, rapidement fasciné et je me suis dit que cette décentralisation, en fait, allait changer beaucoup de choses dans beaucoup d'industries, différentes et je me suis dit pour l'industrie du jeu, donc mon industrie, que, il fallait faire quelque chose et qu'on pourrait en fait émuler, les cartes physiques, le concept des cartes physiques. Parce que finalement, le jeu de cartes à collectionner, à la base, c'est quelque chose de physique qu'on a transposé dans le digital et il y a toute cette question du numérique, dont on n'a pas la possession et à l'époque, on parlait, plus trop maintenant, mais de la musique qu'on achète sur iTunes, par exemple, qui va nous coûter le même prix qu'un CD. Mais en fait, si on décède ou même s'ils décident de nous le supprimer, ils peuvent le faire à tout moment et ça n'est pas à nous. Pourtant, on va payer le même prix. Et là, il y a vraiment une piste de réflexion, se dire, bah, et si on utilisait la technologie blockchain de décentralisation, heu, pour les personnages et pour les cartes de jeu. Comme ça, on pourrait vendre nos cartes, les donner aux utilisateurs et ils pourraient être libres d'en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le donner, l'échanger, le vendre, en faire ce qu'ils veulent exactement comme ils pourraient le faire avec quelque chose de physique. Et on n'aurait plus ce problème de dire, bah, d'interdire aux joueurs en fait, de profiter, pleinement des cartes. Et c'est comme ça Ouais, que surtout l'idée les est née. et surtout les bacs de revente avec tout ce que ça apportait finalement au support de devoir bosser entre les gens qui revendaient et qui disaient je me suis fait hack mon compte, rendez-le-moi. Ça devait être un bordel monstrueux à l'époque. Exactement, exactement. Mais, on aimait bien l'idée de se dire que, ah, une carte, elle vaut, 100 €. C'était beaucoup et puis, c'était vraiment des sommes importantes, pour l'époque, on va dire pour un jeu digital. Mais voilà, comme de c'est un enfer à gérer et là, on pouvait redonner en fait, le pouvoir, à l'utilisateur et ça, je me suis dit: «C'est une proposition de valeur qui est vraiment fantastique» et je me suis aussi dit naïvement, nos joueurs de Munga vont beaucoup aimer l'idée parce que, justement, ils s'échangent et si on leur donne la possibilité, ils vont adhérer. Il s'est trouvé que non, en fait, ils ont eu de la peine à comprendre. Certains ont suivi parce qu'ils étaient vraiment fans et ils ont suivi pour le faire, mais la proposition de valeur a été très mal comprise par, on va dire, notre pool de joueurs habituels, qui était en grande partie français et japonais. Par Trop contre, précurseur, ouais, ouais, il y a un côté là. trop Par avant-gardiste. contre, exactement. Et par contre, les crypto-enthousiastes, le petit pool de crypto-enthousiastes ont vraiment, c'est eux qui ont vraiment fait la nouvelle communauté et qui ont tout de suite, adhéré à l'idée. Bien sûr, c'était des convaincus, on va dire et Space of Genesis était vraiment à son époque où le microcosme, Bitcoin et autres était petit. C'était vraiment, le jeu, connu de tous, quiconque s'intéressait, on va dire, aux cryptos. Space of Genesis était du coup la référence et on a trouvé une nouvelle famille, on va dire, de gens qui ont vraiment adhéré à l'idée. Ok, ça marche. Bah écoute, ouais, on voit un petit peu maintenant grâce à ça d'où c'est venu, d'où ça t'est venu, d'où tu es issu, comment ça s'est passé, etc. Est-ce qu'on fait deux, trois mots sur l'environnement, l'univers avant vraiment de passer au jeu?
Everdreamsoft, Crystal Suite, est-ce que tu veux en parler? Chain Chronicles, Bit Crystal, on y reviendra après. Kazatoukhan, on y reviendra après. Mais vraiment, l'univers Everdreamsoft, Crystal Suite, Chain Chronicles, où on bascule directement sur le jeu parce que c'est le primordial finalement ce soir. Et on laisse les auditeurs travailler et aller faire leurs devoirs, aller check tout ton univers. J'en parle volontiers. Déjà le nom, Spells of Genesis, je pense qu'il est important. Spells, donc les sorts de la Genèse. Le Genesis, c'est le début qui fait référence au Genesis block. Donc le premier bloc d'une blockchain s'appelle le Genesis block. Et en fait, le credo de Spells of Genesis, c'était que on allait lancer un mouvement et que Spells of Genesis serait le premier jeu. Et j'en étais persuadé que d'autres allaient suivre et que en fait toute l'industrie finalement se tournerait vers ce type de technologie. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Genesis, parce qu'on s'est dit, bah, en fait, on va mettre les jalons de ce que va être l'avenir. Et ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que c'est immutable euh, et que potentiellement, ces créations dans l'histoire de l'humanité, peut-être ad vitam aeternam, en tout cas très longtemps, et sûrement ad vitam aeternam. Et donc, en fait, on a voulu illustrer ce qui se passe ce qui s'est passé, et c'est toujours ce qui se passe dans le monde crypto, de manière ludique et allégorique, artistique. Donc, c'est pas seulement un jeu blockchain, c'est un jeu qui parle de blockchain, où la blockchain, l'histoire de la blockchain qui se construit fait partie intégrante d'un tout. Pour avoir un aspect didactique, donc pour enseigner un peu aux gens qui ne connaissent pas, et pour donner en fait une trace dans l'histoire. Et on a illustré comme ça beaucoup d'événements qui se sont passés dans l'univers de la blockchain. Par exemple, on a eu la carte Ethereum Card qui est sortie en collaboration avec Ethereum à l'époque où il venait de sortir et que c'était tout petit et tout nouveau. Et donc, on a fait une carte pour Ethereum, on a fait une carte pour la séparation entre Bitcoin Cash, par exemple, qui a été un méga drama. On a eu un Satoshi, le créateur de la blockchain. On a fait une carte avec Charlie Lee, par exemple, c'est l'inventeur, enfin, le créateur du Litecoin. Et lui, il aime à se dire être Satoshi Light. Donc, on a fait une carte, c'est lui qui vraiment qui a demandé comment il voulait être représenté. Donc, il voulait être le Satoshi, mais couleur Litecoin, etc. Donc, on s'est bien amusé. On a vraiment travaillé avec beaucoup de projets OGs de l'époque, certains qui sont morts, qui ont fait des ICO qui sont morts, et d'autres projets qui continuent et qui évoluent. Donc, on a voulu illustrer ça pour que ça reste en fait ancré dans l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé, il n'y avait aucun outil qui permettait d'utiliser la blockchain, on va dire, dans un contexte gaming. Donc, on a été obligé de créer un wallet, ça s'appelle Book of Orbs. Il y avait des wallets counterparty, donc c'est ce layer de token sur Bitcoin. Il y avait des wallets, mais ils n'étaient pas orientés gaming, ils n'étaient pas orientés images collectibles. Donc, on voyait vraiment que des lignes de token avec le nom du token. Donc, nous, on a créé un wallet pas pour nos besoins, donc où on voit les cartes, où les gens peuvent s'échanger des cartes. Ensuite, les choses ont évolué, donc il y a eu d'autres blockchains, Ethereum, on en a parlé. Donc, on a créé Kazatoukhan, qui est devenu un wallet multi-chain, donc qui gère et counterparty. On va y revenir une fois qu'on aura présenté le jeu de Kazatoukhan et autres. Rassure-toi. Donc voilà, t'es le CEO d'Everdreamsoft. Qui a lancé le jeu. À côté,
Tu as aussi Crystal Suite, ça t'appartient aussi. Exactement. Voilà. On a aussi Chain Chronicles, ça fait C'est partie de ça. ton univers aussi. Donc on pourra revenir parce qu'il y a des abonnements aussi qui sont. Tu veux parler de ces petits abonnements vite fait ou c'est hors jeu ce soir? Parce que ouais, Ah, si je commence à aller là-dessus, c'est vrai qu'à 23h, on n'est pas encore sur Spell of Genesis. Alors, bah, je peux en parler vite fait. Si tu veux, c'est la partie Chain Chronicles. Alors, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de choses. La partie Chain Chronicles, donc c'est la partie récente. C'est la nouvelle partie. Et en fait, on a changé de modèle. Donc, au lieu d'avoir un modèle de drop de cartes, on a un modèle par abonnement. Et on s'est dit, en fait, parce que les drops, en fait, ça crée en fait beaucoup de buzz pendant un temps, des grosses ventes pendant un temps. Et nous, ce qu'on voulait, c'était lisser un petit peu nos revenus et donc d'avoir un système où les gens s'abonnent et vont recevoir chaque mois la nouvelle carte Space of Genesis qui illustre des événements de la blockchain. Donc, on a relancé une série là, cette année, au milieu de cette année. On n'avait plus produit de cartes pendant un petit moment. Alors, Et ce qui n'empêche non plus que ça reste aussi un free-to-play. Pour ceux qui veulent jouer et se faire plaisir, comme énormément de jeux que l'on peut trouver, ça peut rester un free-to-play. Tu n'es pas obligé de prendre un abonnement, tu n'es pas obligé d'acheter. Ça fait fonctionner l'écosystème aussi, mais tu peux jouer en free-to-play. exactement, exactement. Et l'abonnement, c'est plutôt, on va dire, pour les collectionneurs de haut rang, parce que les prix sont, comme on peut le voir, sont assez élevés. Mais c'est des cartes de qualité collection qui ont une valeur plus grande sur le marché. Donc, en fait, chaque mois, tu reçois plus en fait que le prix de que le prix de l'abonnement. Et ça, du coup, ça c'est, on va dire, ça c'est pour les nouvelles cartes Space of Genesis. Et je pense qu'une fois qu'on aura parlé du jeu tel qu'il est et que je vous parlerai de l'avenir, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses Allez, super on, cool. on va s'y pencher. Vous en avez eu plein. Comme je disais, l'écosystème est tellement énorme. Vous avez tous les liens. Tout ce que vous voyez sur l'écran, vous les avez. Allez check, allez Dior, allez faire vos devoirs, allez regarder parce que vraiment l'écosystème est énorme. Donc voilà, on va se reconcentrer. On a parlé de counterparty. Alors peut-être ça parle à peu de gens aujourd'hui. Tu as fait une petite parenthèse dessus. Tu veux nous dire deux mots sur Counterparty, ce qu'il en est exactement? euh... Ouais, alors Counterparty, c'est ce qui nous a permis de faire des NFT sur Bitcoin. Et à l'époque, Ethereum n'était pas sorti. Donc, c'était vraiment le layer pour faire des NFT. C'est pas très connu. C'est dommage parce que c'est franchement pas mal. Il y a pas assez de développement, donc ça reste un peu niche. Mais certains connaissent RarePP, peut-être, qui est aussi sur Counterparty, qui a suivi en fait les traces de Space of Genesis, qui est une collection de mèmes autour de Pépé la grenouille, qui a aujourd'hui beaucoup de, de collectionneurs. Donc Counterparty, ça reste assez niche. Mais voilà, c'est des tokens sur Bitcoin et avec tout ce que ça implique au niveau des frais, de la résilience du réseau, etc. Ouais, mais c'est ça qui est dingue parce que Counterparty finalement existe depuis des années. Et là, depuis peu, allez, début 2023, mai 2023, même avril 2023, les gens sont extasiés. Oh, il y a Ouais. possibilité de mint sur le réseau Bitcoin. Attention, la BRC20 arrive et ça a été l'euphorie totale. Les gens ont oublié Counterparty qui existait depuis des années avant et ont créé la Mhm. BRC20 comme on connaît avec tous les petites inscriptions sur le réseau. Allez, bref, on va plus focus maintenant on the game, donc Spells of Genesis, donc le free-to-play, mais pas que, donc avec des cartes inclus dans le jeu, des cartes blockchain aussi, donc via des wallets, etc., des
différentes raretés, différents éléments. C'est ultra simple à jouer, il y a plein de quêtes, c'est assez addictif. Moi, je me suis amusé un petit peu. Et le seul reproche, même si sûrement nécessaire, c'est la limite de combat qu'on peut avoir en free au quotidien. Euh, je te laisse développer un petit peu tout ce qui est le game, les cartes, les jeux, les raretés, les éléments, comment ça fonctionne. Volontiers. Donc, Spells of Genesis, c'est un jeu, contrairement au premier qu'on a fait, Munga, qui était plutôt stratégique, simple mais stratégique, type card game. Et ma mère me disait toujours, ton jeu Munga, je comprends rien. Et, euh, et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais faire un jeu qui soit hyper accessible, mais qui reste extrêmement stratégique quand on s'y plonge. Donc, c'était pour parler donc à une communauté plus grande, ma mère et d'autres, une communauté un peu plus grande, en ayant un jeu qui mixe en fait un jeu d'arcade qu'on prend en main très très facilement, qui est en fait un jeu de bubble shooter, donc où on a des ennemis sur un tableau, sur un board, et un peu comme au billard, en fait, on va essayer de tuer des ennemis en les touchant, en faisant un maximum de rebonds. Donc Ça, je te joue pendant que tu parles. Tu l'as en Pardon? partage d'écran, je joue pendant que tu parles, ça te gêne pas? Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu montres. Et, euh, et en fait, donc du coup, on a des ennemis, voilà, et que tu vises. Et en fait, plus tu vas faire de rebonds et plus tu vas infliger des dommages aux adversaires. Donc finalement, il n'y a pas besoin de trop de réfléchir quand on commence le jeu. Et en fait, plus on va avancer et plus on va comprendre que les cartes ont une stratégie, les éléments ont une stratégie. Parce que chaque carte, elle a des points d'attaque et des points de vie, ainsi qu'une vitesse. Et plus la vitesse est élevée, et ça c'est sur notre team, notre deck de 4 cartes, plus notre balle va pouvoir faire de rebonds et donc toucher l'adversaire. Et les packs, donc ça va être le nombre de dommages à chaque fois que je touche un ennemi. Et les points de vie, c'est les ennemis, au bout d'un certain nombre de tours, vont nous tirer dessus. Et donc, il y a une stratégie, c'est qu'ils vont tirer sur l'ennemi, enfin, vers nos cartes la plus proches. Donc, il y a toute une stratégie de placement aussi. Je peux mettre mes cartes tank qui ont beaucoup de points de vie au milieu, par exemple, dans un niveau où les ennemis sont concentrés vers le milieu. Essayer de les pousser sur le côté ou au contraire les rassembler au milieu, dépendamment des cartes que j'ai et des synergies que j'ai. Donc, en fait, le jeu paraît très simple au premier abord, donc est accessible à absolument tout le monde. Et si on veut vraiment développer à son plein potentiel, il y a un côté stratégique, deck building, donc la façon dont on va faire son Ouais, équipe les premiers qui, gameplays sont ultra simples, mais après ça se corse très rapidement. J'en suis peut-être au stage 20 sur mon téléphone et c'est vrai que ça se corse beaucoup plus rapidement. c'est ça. Et au début, il est peut-être un peu trop simple. Je pense qu'on a Non, encore il un faut peu de l'avoir en travail. main, il faut le prendre en main, mais ce qui fait que finalement c'est un jeu de bubble où tu regardes, tu commences à comprendre, tu commences à comprendre que si tu n'attaques pas au bon moment, tu peux te faire attaquer. Il y a un certain nombre de choses. Tu apprends les cartes, comme tu disais, avec les vitesses, la puissance, les ailes, etc. Et ça permet d'être pris en main sans être perdu. Parce que j'ai vu des jeux qui te copiaient un petit peu. Le truc était tellement compliqué, mais tu n'avais pas de premier level qui te permettait de comprendre et d'apprécier la chose, que j'ai totalement zappé finalement. Et là, c'est ultra simple. C'est ultra simple dans la compréhension, c'est ultra simple dans le didacticiel, et on comprend aussi vite que qu'on doit passer plusieurs fois par le stage pour avoir plusieurs cartes de même niveau, pour pouvoir les évoluer, pour pouvoir les fusionner, etc. Bon, voilà, bon, ok, Ouais. j'ai joué. C'est bon, c'est bon. Je suis balancé, j'ai joué sur mon téléphone, ça se sait.
Et comme tu disais, en effet, par rapport à ta critique, je pense que tu as raison. Et en fait, on a encore un ancien modèle, on va dire de 2015. Maintenant, ça se fait un petit peu différemment. C'est que tu es limité au nombre de parties que tu peux faire dans 1 heure, en fait. Tu dois attendre que ça recharge. Les jeux, plus modernes, on va dire, qui sortent, un peu, maintenant, en 2017, 2018, 19, optent pour un modèle comme Clash of Clans, par exemple, Clash Royale ou autre. Un modèle où tu peux quand même jouer, mais tes cadeaux, tes rewards, tu les reçois plus. Donc tu es limité dans les rewards, mais tu peux continuer à jouer. Et en fait, ce Ouais, là, on est modèle-là, plus sur des trucs à la Candy Crush. Mais par contre, on peut pas tricher. Chez toi, on peut pas mettre paramètres, date et heure, hop, date et heure manuel, on change et on bascule 4 heures plus tard. Toi, ça marche pas. Chez Candy Crush, ça marchait. ça marchait chez Candy Crush. Ben, Ah, chez Candy Crush, tu pouvais gruger, tu mettais fausse heure, fausse date, tu mettais plus en automatique, t'avançais de 4 heures et t'étais rechargé. Et je crois que ça fonctionne toujours. Chez toi, ça marche pas, ça a été protégé depuis le début. ouais, on est obligé à cause du côté play to earn parce que une feature qu'on a mis en place qui s'appelle la blockchainisation. C'est-à-dire que les cartes, tu les reçois en free to play, tu n'as même pas besoin de connecter de wallet, tu peux jouer sans connecter rien du tout à la blockchain. Et en fait, une fois qu'elles sont level up au maximum, tu as un bouton qui s'appelle blockchainiser et qui va en fait retirer la carte de la base de données et te l'envoyer sur ton wallet directement. Donc, tu la blockchainises en fait. Et ça, c'est limité. Donc, évidemment, pour garder la scarcité des cartes et l'équilibre Ouais, voilà, de c'est l'économie. pour ça que je disais que c'était nécessaire au développement du jeu ou autre. Et bon, voilà, là, j'ai pas l'exemple, j'ai pas mon téléphone sous les yeux et donc j'ai pas les stages. J'ai pas refait la même pour faire la démo là-dessus, mais je pense que bon, vous voyez ce que ça donne. C'est vite fait addict et c'est là-dessus qu'on va vous motiver pour pour pourquoi pas gagner des magnifiques NFT Genesis à la les, fin. les NFT Donc, vintage. Et voilà, c'était vintage, historiquement, on va montrer tout ça. Historiquement, vas-y. historiquement, donc, on a eu les cartes, donc on les vendait au tout début, en 2015, on les vendait à 5 dollars, 10 dollars pièce, jusqu'en 2019 environ, avec ce tarif-là, avec quelques cartes légendaires comme la Satoshi, où le supply était vraiment limité. On l'a vendu jusqu'à 50, 100 dollars l'unité, ce qui était énorme. C'était un prix qui était vraiment élevé pour l'époque, pour un objet digital. Bien C'est sûr. resté. Et là, je vois, je te coupe, je suis désolé de te couper là-dessus, mais là, je vois qu'un de tes NFT, allez, le 19 septembre 2021 a été vendu 120 ETH, qui équivaut à 245 000 dollars. Un autre, Exact. pareil, dans les mêmes jours, 140 ETH, 285 000 dollars. Et je crois que le plus gros a été vendu quoi? 450 000 dollars pour un des vintage que vous pouvez gagner à partir de ce soir. C'est pas celui à peut-être à C'est pas, 450 000, mais attendez, le prochain bull run, peut-être que c'est de la haute value. ouais, exactement. Donc en 2021, donc les gens ont commencé à découvrir le NFT et on a eu ce qui s'appelle les historiens du NFT, les archéologues du NFT qui se sont intéressés au premier, au commencement et autres. Et là, les prix se sont enflammés. Donc il y a d'abord eu la redécouverte des CryptoPunks. Tout le monde parlait des CryptoPunks. Et nous, on était avant les CryptoPunks. Donc, on parlait pas trop de spells. Et tout d'un coup, il y a des gens qui se sont intéressés à plus en avant. Et là, les prix ont flambé. On a multiplié les prix par 100. Tout le monde voulait acheter les collectibles. Et celles qui sont vraiment très recherchées, c'est les cartes de 2015 à 2019.
qu'on a sortis qui sont maintenant qui ont un mint limité, donc qui sont lockés. Qui est sous l'appellation, donc sur OpenSea, que je vous donne aussi. Vous avez 2 cartes, vous avez les cartes, oula, oups, vous avez les cartes, ah bah, ça commence bien. Vous avez les cartes blockchain sur lesquelles vous pouvez jouer évidemment dans le jeu, que vous retrouvez aussi sur OpenSea, qui sont là. Et vous avez les cartes qui ont qui ont la petite vérification et qui s'appellent Vault, Vaults, qui ont été créés entre 2015 et 2019, donc avec un nombre d'items limité et que l'on retrouve en fonction des. Donc ouais, t'as 2 collections sur OpenSea. Tu es partout aussi, hein. Je suis désolé, t'es sur Mirror, on te retrouve, on retrouve toute la gamme ici aussi sur HNFT. Bon, après le jeu, évidemment, il est téléchargeable. Je vous envoie les liens aussi. Il est téléchargeable sur App Store. Il est téléchargeable sur Android. Et tu as été super réactif pour un vieux téléphone comme le mien où je t'avais dit, tiens, il y a un bug. Peu de temps après, je pouvais connecter mon Kazatoukhan et, et aussi sur PC. Donc, ouais. Donc, je te laisse reprendre par rapport aux Vaults et par rapport à tout ce qui est engouement, parce que c'était un engouement, mais en même temps un retour aux sources de cette recherche de fortune, de cette explosion de tarifs. Ouais, c'est sûr et comme tu l'as dit, l'écosystème est un peu éclaté pour Space of Genesis, contrairement à d'autres, projets où c'est très facile. Tu vas voir, Flore, machin, Flore, de ça et tu as toute l'information. Étant donné qu'on a des tokens sur Counterparty, sur Ether, donc natif Ether, natif Counterparty et les gens, alors ce qui était intéressant, c'est que les gens entre 2016, on va dire 2017 et 2019, s'intéressaient pas du tout à Counterparty. Tout le monde voulait des cartes sur Ether, donc notre collection Space of Genesis sur Ether, parce que Ethereum c'est l'avenir, etc. Et donc plus personne voulait des cartes Counterparty. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2021, quand les archéologues ont redécouvert les NFT, c'est les cartes Counterparty que tout le monde voulait. Alors qu'avant, tout le monde voulait swap ces cartes sur Ether. Et il faut dire que sur Ether, l'écosystème NFT, entre-temps, en 2020, il était beaucoup plus mature que partout ailleurs, si je peux dire, avec OpenSea, par exemple, MetaMask, où tout le monde sait, enfin tout le monde, toute personne qui fait un peu de Web3 sait utiliser MetaMask, on va dire. Alors que, par exemple, Counterparty, les wallets restent assez obscurs et l'expérience d'achat, etc., est compliquée. Mais c'est les counterparties qui étaient demandées parce qu'ils sont signés datés de 2015. Et, euh, et en fait, Emblem Vault, donc ça, c'est pas nous, en fait, c'est une boîte externe qui a en fait wrappé les tokens counterparty sur Ethereum pour qu'ils puissent se vendre sur OpenSea. On peut les acheter directement sur Counterparty, mais c'est pas là où il y a le plus de volume. Là où il y a le plus de volume, sur OpenSea et Emblem Vault qui les ont wrappés. Et récemment, ça fait, je pense, 2 mois, ils ont sorti une nouvelle collection. Avant, ils avaient une collection différente. Donc, on parle d'écosystème éclaté. Et là, c'est extrêmement éclaté parce qu'en fait, étant donné que c'est ancien, il y a des adaptations à faire pour que ça puisse fonctionner avec les moyens, on va dire, que les gens ont l'habitude. Ok. Donc on va tous gagner des NFT sur Counterparty ce soir. C'est ça. Revendable à collectionnable, revendable en 2026 à 500 000 dollars et en 2030 à 25 millions. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc Mais les NFT, on les a un peu partout. Voilà. Et donc la vraie niche, là où vont chercher les gros collectionneurs, où vont dépenser, c'est surtout sur Counterparty, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Après les mouvements changent, en 2018, personne n'aurait misé un sou sur la valeur, des cartes counterparty. Et donc, les choses changent aussi de manière très imprévisible dans cet écosystème. Donc, dire sur quelle plateforme ça va avoir du succès, lesquelles vont avoir du succès, on peut être extrêmement surpris. Une carte, tout d'un coup, a un énorme succès pour une raison, pour une Ouais, raison que c'est le. très aléatoire, ça reste du gumball là-dessus, de toute façon, on le sait bien. Donc voilà, on peut retrouver le jeu sur tous les supports, les NFT, on les a quasi partout. Heu le jeu, hem, tu veux développer un petit peu du jeu? Parce que l'idée, Et, pourquoi venir amener Spell of Genesis aujourd'hui sur le devant de la scène, alors que ça existe depuis 2010 maintenant, 2015 sur la blockchain. Mais en fait, vous avez passé énormément de temps sur les héros des techs et mmh. désormais, il y a peut-être plus un focus sur le jeu et la DAO. Quid de nouveau pour cela et qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Alors, oui, en effet, donc on a été très busy, parce que, on a beaucoup travaillé sur l'architecture, multi-chain et différents tools et différents systèmes. Je vais pas trop m'étendre. Vous avez déjà reçu, Wakweli, qui est un projet en fait, spin-off, de chez nous, qui permet de protéger, la propriété intellectuelle des créations digitales. Donc on s'est orienté pas mal sur les projets d'architecture. Et là, du coup, on sépare Wakweli, on va dire le pan vraiment recherche et développement, pur, et Everdreamsoft qui est plutôt le côté créatif, innovation, bien sûr, mais créatif avec les univers et donc avec Space of Genesis. Donc il y a un nouveau focus qui est fait, et surtout pour préparer la prochaine révolution. Donc on a fait la première révolution, donc c'était, on va dire, la révolution de tokenized game asset, par Space of Genesis en 2015. Et là, on prépare en fait le prochain truc que tout le monde va copier, entre guillemets, ou on va dire le prochain truc qui va faire avancer, l'humanité. Parce que, un de mes credos quand j'ai lancé Space of Genesis, c'est que la valeur de la blockchain, c'est donc il y a le true ownership, donc c'est-à-dire vraiment posséder ce que vous avez, mais pas seulement. Et la puissance, c'est en fait la co-création. C'est permettre la co-création, permettre aux utilisateurs de posséder, de contribuer en partie sur le produit. Et je pensais que ça se ferait naturellement un peu plus vite, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vu de projet qui embrasse vraiment ce différentiel que fait le Web3. On essaye toujours d'émuler le système des jeux traditionnels et puis de les mettre sur la blockchain. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il y a un changement de paradigme. On va vers un système où, en fait, les utilisateurs contribuent à co-créer le produit. Ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour Space of Genesis, c'est nous qui créons les cartes parce qu'elles doivent répondre à certains critères de qualité, et cetera. On a nos illustrateurs qu'on paye pour avoir quelque chose de qualité. Mais avec l'émergence des outils comme l'IA, et puis la créativité, simplement la créativité de certains, on peut pas produire autant que pourrait produire une communauté. Et en fait, le point d'orgue, c'est de donner la possibilité aux gens de contribuer, de créer des personnages, de créer des levels, de créer des sons, de créer en fait des éléments qui vont pouvoir mettre sur un marché et qui va pouvoir être acheté par d'autres utilisateurs. Donc en gros, toi, par exemple, tu pourrais créer des personnages qui pourraient entrer dans le canon
du jeu ou du lore du jeu. Et ça, c'est le point clé. C'est le truc que tu peux pas faire en Web 2, c'est d'avoir vraiment quelque chose de co-construit. Et là, vu que c'est vraiment le credo depuis le départ, mon but, c'est de pousser ça maintenant pour faire un nouveau Space of Genesis, réinnover là, en créant un univers qui soit complètement, qui appartienne complètement à la communauté, à travers une DAO qui, en fait, possède la propriété intellectuelle de l'univers. Et chaque contribution, si elle est acceptée par la DAO, du coup, appartient à cette IP, appartient à cet univers. Et du coup, quelqu'un qui voudrait créer un produit dérivé, un autre jeu, un film ou que sais-je, va en fait demander la permission à la DAO et va dire bah, j'aimerais créer ce film et va négocier avec la DAO comment est-ce que les membres de cette DAO vont être rémunérés pour licencier le contenu. Et en fait, le contenu est formé par tout ce que les utilisateurs ont amené. Et c'est un changement fondamental. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, je le dis un peu vite, mais c'est un changement fondamental sur même le modèle capitaliste en lui-même. C'est une évolution complète et c'est une évolution sur comment vont être créés les produits à l'avenir. Et j'aimerais vraiment, encore une fois, ouvrir la voie à ces changements. Tu vas refusionner totalement le jeu ou il va rester comme ça, mais il va plus appartenir à la commu, aux décisions qui vont être faites? Alors, c'est pas sûr, et ça, je pense que ça va être un peu le premier travail de la DAO. Il y a pas mal de sujets sur la table. Il y a par exemple d'avoir une version 2 du jeu. Il y a de faire un autre jeu, un peu plus PVP, un peu plus compétitif. Parce que ça me manque un petit peu, ça me manque un peu aussi. Les idées, c'est pas ça qui manque, c'est les ressources. Donc on peut pas tout faire et en fait, une des questions qui va se poser, pour la DAO, c'est, 1, pour nous, Everdreamsoft, en tant que contributeur de cet univers, on deviendrait contributeur à qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant, de faire? Heu, d'autres contributeurs peuvent proposer à la DAO, par exemple: «J'ai une idée de jeu, j'aimerais utiliser l'univers pour faire telle chose» et la DAO va voter ou non si elle accorde la licence, pour le faire. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de produits qui pop, que ça soit nous-mêmes, ou que ce soit des initiatives, externes qui se font. Ok. Ok, écoute, ouais, pas mal dans l'idée. Donc, il y a du vrai boulot avant depuis des années. Tout est dispo, il y a les supports, c'est complet. Et aujourd'hui, une ouverture réelle de plus vers un jeu, une DAO, un autre développement. Donc, vous avez aussi créé, encore une fois, quelque chose, on y revient, le wallet Kazatoken, donc qui est adaptable donc au jeu sur Android et autres, où tu peux connecter via le jeu tes cartes NFT et les intégrer. Et le Kazatokan, c'est quoi? C'est le seul wallet, il existe depuis pas mal de temps maintenant, où tu retrouvais en même temps une adresse BTC et une adresse ETH. Qui fait ça? Exactement, c'était le cahier de charges de Kazatokan. C'est en fait, pour l'utilisateur et ça c'est l'aspect théorique parce que, Kazatokan on pourrait encore beaucoup s'améliorer, mais l'aspect théorique c'était, l'utilisateur, bah, une fois qu'il a Kazatokan, il a pas besoin de se poser la question: «Ah, je veux jouer à tel jeu, j'ai besoin de MetaMask, je veux un truc sur Solana, ah, je dois télécharger tel autre wallet, X ou Y» et de la même façon, si moi, j'aimerais vous envoyer des NFT counterparty et que vous me donnez votre adresse Ether, je actuellement, on peut pas parce que, bah, l'adresse Ether, c'est pas une adresse Bitcoin.
Et là, Casa2Can, en fait, te donne une adresse Ether et une adresse Bitcoin liée, de sorte à si j'essaye de t'envoyer quelque chose sur Counterparty, mais sur ton adresse Ether, bah, le système sait, ah ok, c'est sur une autre chaîne, et puis voici l'autre adresse correspondante sur l'autre chaîne, ce qui fait que la personne n'a pas besoin de se poser de questions. Et c'est pour ça, si je vous donne un giveaway ici à la T'étais en Colue. train de faire un teaser là. Tu vas donner en même temps le NFT sur Counterparty et en même temps le NFT sur ETH. Pull up, les gars. Alors, Mettez des pouces dans tous les sens, hein. alors ça, on peut pas. Mais le truc, c'est que si, du coup, vous allez tous me donner votre adresse Ether, mais c'est un token counterparty. Mais si vous avez Casa2Can, bah, on sait et le système sait. Et donc, du coup, je peux vous envoyer quand même le token, bien que vous m'ayez donné que votre adresse Ether, sans se poser de questions. Donc ça fait partie du cahier des charges, en effet, de Casa2Can. C'est vraiment d'effacer cette frontière, de se poser la question, il faut une adresse pour chaque chaîne, un wallet différent. Donc c'est d'unifier l'expérience. Et quand tu vas voir tes NFT, tu vois ta collection de NFT, et en fait, sur quelle chaîne elle se trouve, ça a peu d'importance. On se pose aussi la question aujourd'hui avec Polygon, si on enlève Ether, Space of Genesis, il y a des choses sur Polygon, on ne sait jamais si c'est sur Polygon, est-ce que c'est sur Ether, c'est toujours un peu compliqué. Et vraiment, le cahier des charges de Casa2Can, c'est d'avoir une interface où l'utilisateur dit ah ben j'ai ça, et je veux l'envoyer à quelqu'un qui m'a donné son adresse, je suis sûr que ça marche. Il ne va pas me dire ah j'ai pas Polygon, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Euh, et, et en fait, bon, c'est beaucoup de boulot c'est un peu ambitieux, hein, comme tu l'as dit, on a beaucoup de projets. Et quand on regarde les entreprises, généralement, elles font soit qu'un wallet, soit qu'un jeu, soit qu'un explorateur de NFT. Ouais, ou Nous, aujourd'hui, si ils t'annoncent tout ça, attention, on va faire un jeu free to earn, play to earn, plus NFT, plus machin, plus un wallet, plus tu fuis direct. Tu sais que ça va être scammy. Surtout s'ils font pas une ICO à 3 millions de dollars ou plus, tu sais généralement que ça va être scammy, tu fuis. Sauf que toi, le produit, il est fini depuis 8 ans. Donc, c'est ça, c'est ça. on est sur produit fini, jouable, déjà adapté. Et en même temps, c'est ça qui rassure totalement et qui fait plaisir. Parce qu'en dehors de ça, tu parles d'écosystèmes ultra complexes par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit Everdreamsoft, qui a décalé un petit peu avec Wakweli pour aussi avoir l'estampillation de sûreté. On se retrouve quand même avec quelque chose qui était sur Counterparty, qui a des soutiens, y compris sur Ubisoft, j'avais vu. C'est voilà, on a Everdreamsoft, on a Crystal Suite, on a Chain Chronicles, Spell of Genesis, Casa2Can et comme par hasard, c'est quoi ce truc là? Encore un, on va les assommer. Non, c'est pour ça que je disais, c'est la première fois. Non pas que c'est un projet, c'est pour ça que je te joue un peu du violon parce que le truc existe depuis des années. Moi, j'ai pas trouvé de réel. Après, c'est pas. Attention, il faut investir, c'est la perle aux yeux d'or, machin. Chacun regarde, fait ses checks et fait en fonction d'eux. Il y avait le Bit Crystals. Le Bit Crystals, il existait où? Parce qu'aujourd'hui, tu le bridges. Et c'est un token qui va arriver sur ETH. C'est pas un nouveau token. C'est un token qui est bridgeable et qui arrive aussi sur ETH. Donc, on a encore quelque chose de supplémentaire. C'est pour ça que je disais, ton écosystème, il est ultra, pas complexe, même s'il est éclaté dans certains sens, il est ultra complet. Ultra complet et ça n'a pas été, euh, tiens, on balance un petit truc à l'arrache de ce côté-là et on laisse de côté. Voilà, le ROD a été bossé du début à la fin. Donc, je comprends que ça vous ait pris des années. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas évident. On m'a souvent demandé pourquoi tu lances pas un nouveau token? Parce que, par exemple, le BitCrystal, il a énormément de holders parce que ça fait partie
crowdfunding en 2015, c'est là qu'on l'a émis. Il a beaucoup de holders, il est assez dispatché. Et on me demande, ouais, mais pourquoi tu crées pas un nouveau token pour tout ce qu'on veut faire? Et oui, on pourrait parce que vu que le Bitcrystal il est déjà extrêmement distribué, si on va pas gagner de l'argent avec, en tout cas pas à court terme pour funder ce qu'on veut faire. Donc, mais pour nous, ce qui a toujours été important, c'est d'être consistant avec les gens qui ont cru dans le projet, qui ont cru dans le projet depuis le début, et de continuer avec eux. Donc, on a ce vieux token de 2015 sur Counterparty, donc qui est du coup compliqué à manager. On peut pas avoir de staking, enfin tous les trucs modernes de la modernité. Donc du coup, on s'est dit, ben, il faut qu'on puisse bridger, et ça, c'est un peu la dernière release qu'on a fait récemment, c'est bridger les bits cristal qu'on a sur Counterparty sur Ethereum pour profiter après de la DAO et de tout ce qui va venir, ce qui va venir ensuite. Et on s'est dit, bah, on ne peut pas lancer la DAO, on ne peut pas lancer le staking tant qu'on n'a pas fait de bridge. Parce que les gens qui ont acheté le Bitcrystal en 2015, ils vont se dire, ouais, mais moi, j'ai pas accès On veut à. pas être abandonné. On veut pas être abandonné. Donc, pour nous, en fait, d'être consistant avec l'écosystème et ne pas jumper d'opportunité en opportunité, mais vraiment renforcer la communauté, la vision sur le long terme, quitte à alors je vais pas dire ne pas gagner de l'argent parce qu'on en a besoin pour développer, mais quitte à se financer autrement, se financer plutôt sur la confiance et sur les partenaires, sur les partenariats. Et, euh, et ça marche. Alors c'est moins foudroyant que des ICO à 15 millions qui vendent du vent, ça c'est clair. Mais on a du coup les cartes Space of Genesis, par exemple, gardent une certaine valeur élevée malgré ce bear market d'après 2021, parce qu'il y a une certaine confiance, une certaine continuité qui se fait, et avec en fait un projet avec une forte vision va pas disparaître, ne disparaissent pas. Donc, Non, mais depuis donc 2015, après, voilà, on a les preuves depuis 2015. Après, que les gens décident de quitter d'un seul coup ou autre, euh, pour une fois, c'est pas oh zut, le dev s'est fait hacker son wallet. C'est voilà. Après, bon, le bridge est depuis peu, la liquidité, elle est infime pour l'instant. Vous avez mis une infime liquidité sur ETH. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. Il n'y a pas encore de volume parce que quasi personne le sait. Et bah, tous les holders sont là et bougent pas trop, peut-être à part ceux qui veulent partir. Et on a déjà des stackings qui sont quasi full à 100%. Le 1 an, le 90 days et le 30 days, il est déjà full, quoi. ouais, il est déjà full et on n'a pas encore ouvert à tout le monde parce qu'on a fait sur une whitelist. Il y en a encore qui attendent. Donc ça bouge, ça bouge. Et là vraiment avec on a beaucoup de travail du coup avec la DAO et toute la vision qu'on veut faire. On veut d'abord builder, on veut d'abord ramener des preuves avant on va dire, de marketer. Le Bitcrystal, typiquement, on le markete pas parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose de solide derrière ouais, pour éviter en fait ces effets de pump and dump qui peuvent être pratiques, hein, ça c'est clair, quand on trade. Bah, ça Mais crée si du on volume veut, si t'as des fees dessus, mais après, t'es pas un token à fees non plus, et c'est pas l'intérêt. Donc là, le but, franchement, tout est construit, tout est là. Tu veux former une DAO et continuer à builder, mais il faut de l'argent pour tout ça. Où est-ce que tu vas aller le chercher? Parce que finalement, tu fais pas une levée de fonds, tu fais pas de crowdfunding,
tu demandes pas aux investisseurs de réinvestir et c'est pas parce qu'ils vont acheter le token qui a été bridgé sur ETH que toi, ça va te faire gagner de l'argent. Comment tu vas builder, tu vas aller, tu as une team qui va s'emmerder à aller chercher sur The Sandbox, sur des fonds vers des gens connus d'autres fonds. Donc ça va être plus dur, ça va être plus hard, ça va être plus long. Mais ce qui va vous permettre de builder, et d'assurer, de sécuriser la commu, ça va se passer comment? C'est ça, c'est que pour l'instant, on est self-fundé, donc on vend, enfin, on build sur la vente des NFT et puis les différentes choses qu'on nous demande. Après, ce qu'on veut faire, c'est ambitieux en effet. Et le mot d'ordre, c'est que on aimerait grandir assez fortement pour pouvoir en fait adresser les verticales dont on a besoin et les séparer. En fait, c'est devenir un peu le Adobe du Web3. Euh, donc, pour comparer, Adobe en fait a des outils pour les créatifs, pour traitement d'images, créer de la vidéo, etc. Chacune des lignes de produits c'est une équipe entière qui bosse dessus. Donc typiquement Kazatoukane, pour l'instant, on se débrouille, on va dire, en interne avec toutes les ressources un peu partagées, mais ce serait d'avoir une équipe dédiée qui travaille sur la partie wallet, une équipe dédiée qui travaille sur la partie jeu, une équipe dédiée qui travaille sur la partie création, outils de création, de validation, etc. Et pour ça, il va falloir lever des fonds. Donc, on n'a pas encore commencé de lever de fonds à proprement parler, mais on a un gros réseau. On a beaucoup de gens qui nous font confiance. Voilà, on connaît beaucoup de gens. Et le dossier n'est pas encore complètement ficelé parce on est aussi dans l'opérationnel du jeu. On a toujours, enfin, il tourne toujours, il y a toujours de l'opérationnel. Donc, c'est aussi pour, euh, pour, euh, pour ça que je suis là. Là, l'idée, c'est de booster la communauté, booster le jeu, euh, le faire, euh, le faire connaître pour faciliter, en fait, après la levée de fonds, en pouvant montrer, en fait, une croissance, des utilisateurs qui viennent, un écosystème qui est en croissance. Donc, le but, c'est là, je ravive la flamme, mets en place les stratégies futures. Et l'étape d'après, ce sera d'aller chercher des fonds plutôt chez des VC, euh, en ayant toujours nos investisseurs BitCrystal et autres, mais à ce qu'ils aient un levier de croissance, donc un levier positif. Parce que ce qui se passe dans les ICO, et là j'ai le temps de l'expérience, on va dire, c'est qu'il y a un côté hype et après le token s'effondre parce que l'utilité, elle est finalement assez faible. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'encaisser de l'argent assez rapidement, mais qui est pas sain sur le long terme, parce qu'après, il faut tenir à bout de bras le token et c'est un enfer. Donc là, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est plutôt Ouais, l'approche c'est un taf à inverse. part entière. Toi, t'as déjà l'écosystème. C'est pour ça que voilà, c'est tout bénef pour la DAO, c'est tout bénef pour la commu, c'est tout bénef peut-être pour les gens qui vont rentrer dans le bit crystal qui est wrap maintenant sur ETH où il y a peu de LP, où ils vont se dire bah je suis peut-être early. Pour ceux qui vont acheter des NFT pour pouvoir jouer au game et donner de l'ampleur et de l'utilisation en NFT, au final tu vas aller chercher ce qui peut sécuriser encore plus finalement les gens qui vont rentrer dans ton game, qui s'achètent ou pas au départ et qui regardent, c'est que tu vas aller vers des VC, comme tu dis, donc venture capital pour ceux qui, au cas où, qui n'ont pas encore le nom, c'est-à-dire des investisseurs privés, en quelque sorte, des groupes d'investisseurs privés. Donc, va toucher. Qui est-ce qu'on pourrait toucher? Binance, Getio, est-ce qu'il y a Ouais. intérêt de toucher les exchanges dans les VC? Peut-être pas. Mais Ouais, ouais, il y a peut-être pas mal de ceux VC à qu'on aime toucher. Ouais. bien, ceux qu'on aime bien et qu'on est en tractation, c'est Animoca. Et aller chercher aussi dans le tradi, on parle un peu avec Square Enix, par exemple, qui sont très intéressés par tout ce qui est blockchain. Et en fait, ce qui serait intéressant, ce serait vraiment d'avoir
une grosse boîte, type Square Enix, mais que ce soit Ubisoft, que ce soit Square Enix ou autre, qui a vraiment une grosse expérience dans le jeu et qui peut être vraiment l'accélérateur. Et ça, je pense, je vais pas dire que c'est facile, mais pour nous, c'est la voie royale, en fait. Parce que ils s'intéressent de plus en plus à ces écosystèmes et notre expérience pour eux est un atout important. Voilà, c'est Donc ça, c'est un échange de bons procédés en quelque sorte. c'est ça. Eux n'ont pas l'expérience, on dit là, il y a besoin de fonds, etc. Voilà, ce qu'il faut, c'est ce qui te spoile pas ton bébé en quelque sorte en te disant on te prend 75% et on t'investit tant. Ouais, c'est ça, c'est tout le jeu de la négociation. Mais c'est aussi pour ça qu'on va vers de la décentralisation aussi de la DAO. On protège aussi ça, c'est-à-dire que l'IP du jeu, on va la mettre dans la DAO, donc elle appartiendra plus du coup à plus vraiment à Everdreamsoft. Donc de sorte à si un investisseur vient, il pourra pas mettre complètement un veto sur tout. Mais on aura aussi réussi à prouver, ça j'en suis assez certain, qu'en fait le pouvoir créatif de la communauté est plus puissant qu'une entreprise. Euh, et ça c'est un gros moteur, un gros vecteur. Et je pense que ces grosses boîtes vont vouloir s'en inspirer. Et moi, je pense que la prochaine bulle, ou peut-être celle d'après, va être très orientée DAO. Tout le monde voudra faire une DAO parce qu'on voit que ça marche. Par Totalement, exemple, totalement. McDonald's va faire une DAO pour choisir quels vont être les prochains burgers. Donc, Chut, il y chut, aura chut, vraiment poubelle une ça, com- poubelle, poubelle, poubelle. Donc, Ouais, non, non, mais c'est ça, ouais, c'est un vrai avenir. Les DAO, on en a parlé, on entendait un petit peu parler il y a 2 ans, ça a été lancé, ça a été mis en avant il y a 2 ans pendant le précédent boule, pardon. Et je pense que oui, tout le monde va passer par là, tout le monde va en faire. C'est quasi automatique. Puis c'est ce que veulent la plupart des gens qui sont en crypto. Pouvoir être anonyme, pouvoir être en décentralisé et aussi pouvoir avoir cette possibilité de choix et de décision. ouais, c'est ça, c'est ça. Et nous, ce qu'on va faire, Bon, c'est qu'on va le prouver. Et puis, lorsque tout le monde va venir, nous, on sera là. Et en fait, quand les grosses boîtes vont s'intéresser, on va être la première cible pour eux. C'est ça on va dire, la roadmap à ce très bien. niveau-là. Oui, bah oui, oui, je vais pas te parler de roadmap depuis 2015, hein. On le voit, les gens qui veulent fouiller iront poser des questions et voir l'historique aussi. Là, on parle pas d'un projet avec des demandes ou autres et autres, ni de roadmap particulière. On est vraiment sur quelque chose de différent. Donc, je te parle pas non plus de tokenomics et autres, hein. On ira fouiller. On parle vraiment de fond de la chose. Euh, je pense qu'on a fait un joli petit tour quand même ce soir sur pas mal d'infos. Il y a des points que tu aimerais rajouter, des sujets que je n'aurais pas abordés, où on laisse un peu libre cours aux questions de la communauté, s'ils en ont encore, si je les ai pas trop assommés avec toutes mes questions. Euh, alors, disons, je dirais le call to action. J'invite tout le monde à télécharger Space of Genesis, si ça vous intéresse. Si la partie gaming vous intéresse, si vous aimez être un peu pionnier sur les technos, suivez-nous parce que tout ce qui est DAO, ça va être annoncé bientôt. Et aussi, je pense que ce qui est digne d'intérêt, c'est ce qu'on fait autour des timeless NFT. Donc ça, c'est vraiment ce nouveau mouvement qui est en train d'enclencher. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garde les NFT pour 5 ans, 10 ans, 100 ans, euh, les créations. Et ça, il y a encore peu de gens qui s'en rendent compte, mais potentiellement, la plupart des NFT vont disparaître. On l'a vu par exemple avec FTX quand ils ont fermé. Beaucoup de NFT étaient hostés
hostés, qui étaient sur Solana étaient hostés sur FTX et les images ont juste disparu parce que en même temps que FTX. Et Mmh. ça, c'est gage, on va dire, de NFT de mauvaise qualité. Et ce qu'on est en train de travailler beaucoup, c'est de les rendre timeless, donc résilients au serveur, au fait que le contenu n'est plus hosté. Et ça, c'est notre cheval de bataille avec Chain Chronicles, avec ce qu'on fait avec la DAO, c'est-à-dire toutes les créations, c'est de vraiment mettre en place un système qui va rendre les NFT solides et qui vont faire qu'ils auront une valeur qui persiste dans le temps comparé à beaucoup d'NFT qui vont simplement disparaître et n'avoir plus de valeur une fois la hype passée, en fait. OK. Il y a beaucoup de choses encore à venir, hein. Non, c'est ça qui est fou. C'est construit, c'est bien construit, il y a beaucoup de choses encore à venir et franchement, comme je te disais, c'est une des premières fois où, je suis quasi bouche bée. On a plus qu'un produit fini. On a, je veux pas dire que c'est un écosystème complexe, mais un écosystème complet, vraiment ultra complet, qui est déjà créé. Donc, mais on a perdu ta caméra par contre. Verdi, je vais peut-être te laisser réouvrir le channel. On va, s'il y a encore des questions, t'as un peu de temps encore à accorder, Chaban, ou Oui, oui, j'ai encore du temps. si on a encore des questions, par contre, on a perdu ta caméra. Donc, s'il y a des questions en vocal, ce qu'on préfère, levez la main parce qu'évidemment, vous êtes tous mutes. Ça évite qu'il y en a un qui coupe son micro, qu'on entend des réverbes sans faire attention et qu'on doive rechercher et couper tout le monde. Donc, levez la main pour ceux qui ont des questions. On vous ouvre le micro, ça nous permettra de vous entendre. On préfère toujours, évidemment, vous entendre plutôt que de voir des questions écrites. Mais bon, il y en a qui préfèrent envoyer des questions écrites. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions écrites si besoin, si vous en avez encore, parce qu'évidemment, je crois qu'on a fait un gros packaging aussi ce soir. Donc, on a, allez, ouvert Mister Mindset. Quels sont les objectifs et la vision du projet Spells of Genesis? Quelle est l'histoire et l'univers dans lequel se déroule le jeu Spells of Genesis? Donc, on a deux questions. Oui, alors, la première, l'univers, donc en fait, ça se passe dans le monde de Munga. Euh, et dans ce monde-là, on a en fait une partie qui s'appelle Askian, qui est en fait la partie allégorique du monde crypto. Donc c'est un monde qui est entouré de montagnes euh, et dont on rentre par une petite vallée. Et les habitants ont trouvé une technologie qui permet de miner des joyaux dans la montagne. Et là, on a toute l'allégorie des mineurs euh, qui vont, euh, qui vont en fait miner les blocs dans la montagne et en fait qui vont en fait s'enrichir, se développer très très fortement. Et derrière, on a dans le reste du monde qui est dominé en fait par Sayosia, qui est en fait l'allégorie du monde fiat. Et eux, donc l'univers crypto était très confiné dans son petit endroit pendant très longtemps. Et en fait, il évolue, donc l'univers du jeu évolue en même temps que les choses évoluent dans le vrai monde. Et quand on a commencé en 2015, en effet, les cryptos, personne s'y intéressait. Et puis maintenant, on a eu des taxes, on a eu des choses. Et en fait, c'est de plus en plus d'ingérence. En fait, Sayosia, l'empire de Sayosia veut rentrer de plus en plus dans cette zone reculée d'Askian. Donc en fait, l'univers du jeu est une allégorie au monde actuel et au monde de la crypto. Et en fait, il suit, on va dire un peu ce qui se passe dans le vrai monde. Et puis, donc, voilà, donc l'idée de Space of Genesis, c'est qu'on crée des sorts, on les immortalise dans des cartes, et en fait, les mages documentalistes, en fait, se, se,
se balade en fait, pour en fait immortaliser en fait l'essence de ces cartes. Je sais pas si, j'ai plus quelle était la 2e partie de la question? Alors, on avait la double question, quels sont les objectifs et la vision du projet Spell of Genesis? Donc ça, c'est plus la première. Je crois que tu as plus répondu à la deuxième, mais ça fait plaisir parce qu'on en a parlé un petit peu au début et là, tu l'as vraiment développé comme un... t'es totalement dedans, ton univers, voilà, c'est, t'es dans ta fantaisie. Et ça fait plaisir. Et c'était quelle est l'histoire et l'univers dans lequel se déroule le jeu Spells of Genesis, à laquelle t'as amené la chose. Donc, les objectifs et la vision du projet. Alors, je ne sais pas ce que tu entends exactement par là, Mister Mindset. On a parlé pas mal de petites choses. Est-ce que, Chaban, on a reperdu ta caméra, je crois, encore une fois. Est-ce que, alors après, il y a peut-être du monde chez toi à la maison qui fait dodo et faut pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de bruit d'interaction. On va pas rentrer dans ta vie privée non plus. Euh, donc voilà. Donc si tu veux préciser Mister Les Mindset, tu peux préciser, sauf si toi, Chaban, t'as une petite chose à développer là-dessus. Alors, je peux développer sur l'univers, enfin les objectifs, du projet, on va dire, en termes business. Donc c'est vraiment, d'avoir un jeu Web3 qui va paver, le chemin pour les autres, pour le futur, en fait. Être le précurseur et le plus gros, projet, dans cet univers un peu d'être le Tolkien du Web3, c'est-à-dire vraiment l'univers qui va en fait créer d'autres univers et qui va engendrer la suite. Donc d'où l'idée de la DAO, d'où l'idée d'être les premiers à proposer quelque chose de complètement co-construit, donc un univers qui appartient à la communauté et à ses créateurs. Donc chaque contribution va être valorisé, donc ce qui va permettre en fait aux contributeurs de valoriser leur création, donc de vendre leurs images par exemple, vendre leurs sons, compositions sonores, vendre leurs idées de scénario et de lore à d'autres utilisateurs qui vont les remixer pour recréer une nouvelle œuvre. Et ça, je pense que c'est l'avenir du Web3, c'est ce remixage, cette recréation où tous les acteurs sur tous les éléments de la chaîne sont rémunérés et d'avoir des flux financiers qui ne sont plus clients, consommateurs vers entreprise et produits de l'entreprise à consommateur, mais des flux en étoile où les produits sont créés aussi par les consommateurs et revendus à d'autres consommateurs et même rachetés par nous, Evergreensoft, en tant qu'entreprise. Donc le but du projet, c'est de créer un univers qui soit co-construit et dont tous les acteurs de la chaîne peuvent valoriser leur travail. Très bien, merci. Bon, on a des jolis petits commentaires, hein. Il y en a qui sont déjà dans les rêves. C'est un peu dans une autre dimension, on dirait. Qui dit j'aime beaucoup les visuels, it's like dream. Et après ton explication, il dit une belle allégorie de ce monde, c'est chouette, j'aime beaucoup. Bon, voilà, je ne vais pas te donner tous les commentaires. Monet qui demande si on peut y jouer sur PC, téléphone ou PS5. D'autres ont rajouté Nintendo DS3, Sega Saturn, PSP, etc. Donc, je crois que tu as du boulot, Chaban, parce qu'actuellement, actuellement, on l'a dit, c'était dispo sur PC, sur Android et iOS. Donc, tu as les autres supports, t'as les autres supports à développer. C'est ça. Et en fait, ça va pas être nous, mais ça va être vous. L'idée, c'est que n'importe qui puisse
développer un nouveau produit autour de l'univers. Et ça, c'est ce qu'on va développer. Donc, vous voulez faire un truc sur Super Nintendo qui utilise Universe Spells, pourquoi pas? Faites la demande à la DAO. Il n'existe pas encore, mais bientôt. Ben voilà, Hachiko disait en vrai, jouer en VR, ça doit être trop badass. Donc il y en a qui confirment. Ils veulent du badass et jouer en VR avec des casques VR. Francisco, alors non seulement de nombreux projets s'intéressent également aux jeux Web3 et au métaverse NFT, ma question est donc la suivante. Quels sont les avantages dont bénéficient les joueurs en jouant à des sorts de Genève, de Genèse, des sorts de Genèse? Ouais, Spells of bon. Genesis. Spells of Genesis, c'est joli des sorts de Genèse. C'est plus joli en anglais finalement. Et qu'est-ce qui les pousse à en profiter par rapport aux jeux traditionnels? Alors, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a dû être fait par Google Translate, c'est pour ça. Hem, Aujourd'hui, ce qui est, intéressant, on va dire, dans Spells of Genesis, alors non seulement c'est le jeu qui est bien abouti et qui est sympa, mais le côté play to earn, le côté, que lorsque je joue, j'ai, possibilité de gagner des choses qui ont une vraie valeur d'échange et j'ai la possession de ce que j'achète. Donc les cartes que j'achète vont survivre bien au-delà, de l'espérance de vie du jeu lui-même. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui, on va dire l'avantage de Spells of Genesis, ainsi que la plupart des jeux Web3. Ce qui va être dans le futur, ça va être, le fait que cet univers, donc ces niveaux, les niveaux vont être créés par des utilisateurs, les nouvelles maps, les nouveaux sorts. On va avoir un jeu qui va être complètement modé et modifié, via une place de marché où en fait les contributions des utilisateurs vont faire évoluer l'univers, le gameplay et le jeu, en lui-même, ainsi que créer d'autres spin-offs, d'autres types de jeux, d'autres choses autour de l'univers. Donc il y a vraiment aujourd'hui, très bon jeu, True Ownership et demain, ça va être, DAO, co-construction, de l'expérience de jeu, avec, contribution de la communauté. Ok, merci à toi. Versdi, j'ai pas trop regardé parce qu'évidemment, je regarde le channel. Généralement, c'est toi qui poses les questions du channel écrit, mais je me suis dit, bon, comme des fois, ton micro bug, j'ai pas trop regardé. Si quelqu'un lève la main, évidemment, tu prends la priorité par rapport Non, à. ouais, je vérifie, là, j'ai pas encore vu de main levée. Parce que il y a Monet qui est délié. Voilà, bon, peu importe. Au cas où, si tu vois des mains levées comme Monet, là, qui lève la main, Monet a et levé la autres, main. C'est bon. on donne la priorité aux gens qui sont sur le vocal et qui veulent bien poser des questions. C'est toujours plus agréable en vocal qu'en écrit, comme je dis toujours. Très bien, Donc, nickel. Monet, bah, écoute, bienvenue à toi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Monet. Non, je présente. Franchement, je voulais savoir comment vous avez rencontré le CEO du Litecoin. Alors quand on a commencé, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème, des cryptos était beaucoup plus petit, on va dire, tout le monde se connaissait, pas forcément en physique, mais sur les communautés online, et autres. Et le CEO de Litecoin, gravitait par là. Il y avait un seul forum, c'était Bitcoin Talk, où tout le monde parlait de ses projets et en fait avait des discussions. Et lui, comme tous les autres, avait son topic, donc Litecoin sur Bitcoin Talk. Et puis on a discuté en message privé, il connaissait Space of Genesis. Et puis je sais plus si c'est nous qui lui avons suggéré ou lui qui est venu vers nous, mais c'est comme ça que ça s'est fait vraiment online, quoi, sur la commune.
Ok, j'ai une dernière question et je voulais savoir dans le jeu Spade of Genesis, est-ce qu'il y a des compétitions style e-sport? Alors, pas tout à fait e-sport parce c'est pas vraiment un jeu PVP dans le sens e-sport du terme. D'ailleurs, ça me manque un peu. J'avais mentionné pendant mon AMA. Euh, J'aimerais bien travailler sur un jeu qui soit un peu plus PVP. Par contre, il y a un leaderboard, donc si tu récoltes plus de points à la fin du mois, tu gagnes. Chaque fois, il y a des cartes vintage à gagner qui valent 100, 200, 300 dollars à, à gagner au leaderboard, mais pas d'e-sport en lui-même. Et là, les gars, attention à l'annonce. Il va y avoir du e-sport exprès pour Detective Token. Avec un leaderboard dédié aux joueurs Detective Token. Il faudra faire un petit ticket sur le Discord et c'est comme ça que les NFT vont se gagner, les amis. Allez, question suivante. On va pas, je vais pas refaire le tout. On Un NFT a, pour ceux qui vont parler, Nico. hein? Bon, Un ok. Tu NFT me pour ceux diras qui après. vont parler, non? Non, c'est bon. Tu crois, ça y est, t'as pris la parole, j'ai droit à un NFT, j'ai parlé. Regarde, Namel, il arrive tout de suite. Allez, je parle moi aussi. Il y a tout le monde qui lève la main là. Allez, ça va devenir l'euphorie. Ah là là, les gars. Allez, Japrog qui dit bonsoir. Est-ce que vous proposez ou comptez proposer une version PC du wallet Kazatoukane? Alors, on aimerait bien. On a beaucoup de discussions en interne parce que, comme ça a été mentionné, on a beaucoup de projets et de les maintenir tous à un niveau enfin, là où on voudrait les avoir, c'est c'est pas vraiment faisable, hein. Donc là, actuellement, on se focalise plus sur le jeu, la DAO et les à côté. Pour Kazatoukane, avoir une version PC, un MetaMask entre guillemets, orienté gaming NFT. C'est un peu notre rêve, entre guillemets, ou le rêve de la partie Casa Toucan. Donc, à court terme, non. Euh, S'il y avait un wallet équivalent qui faisait tout ce que on a besoin pour Casa Toucan, on serait ravi en fait de recommander ce wallet-là et puis de laisser en fait cette partie business-là parce que c'est vraiment un métier en soi de gérer un wallet. Euh, c'est une entreprise complète en fait, gérer un wallet. Donc pour le moment, non. Par contre, dépendamment si comment les choses évoluent, s'il n'y a pas de wallet qui fait ce qu'on veut et qu'on lève des fonds de manière importante, c'est possible qu'on ait une partie d'équipe dédiée à Kazatoukane et là, ça deviendrait un must du coup d'avoir une version PC. Ok. Bon, en gros, il y a Chico, je crois, qui essaye avec Isa de taquiner, d'essayer d'avoir un petit NFT vintage. Il y en a un qui dit je suis toujours sur ma PS4. Isa qui répond vintage. Donc chacun sous-entend est-ce qu'on a droit à un NFT vintage? Ah, voilà. Et je comprends pourquoi Namel t'a voulu prendre la parole. S'il donnait un NFT à monnaie parce qu'il avait pris la parole, tu lui as un peu soufflé la question. D'accord, j'ai compris. Donc il y a Authentique qui dit MDR, j'ai oublié ma question. Il doit être en train de jouer. Et il y a Sidi aussi qui dit bonsoir à tous, c'est relou, c'est addictif comme jeu. Bah écoute, grâce à ça, tu feras peut-être partie du leaderboard détective et tu gagneras ton NFT vintage. On regarde la ligne des champions, Filou. Bah écoute, regarde la ligne des champions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Champion de quoi? Je sais pas. Champion de SOG. Namel qui dit j'ai déjà le replay pour les absents. Ah bah finalement, t'as pas coupé parce que tu jouais aussi tout à l'heure avec Paul et Sean Paul, mais c'est un chanteur de raga. Piu. Piu qui dit avec Sean Paul et Kim Jong-un en attaque, on va marquer bientôt. Ok. Je sais pas où t'es, je sais pas où est ton fournisseur, Piu, mais je veux pas savoir. Je suis pas sûr que ce soit du foot, je m'y connais pas du tout, mais l'un comme l'autre, je suis pas sûr. Ok, très bien.
Bon, écoute, d'autres questions en vocal. Là, je veux pas faire tout le. T'as une Game Boy old school. Ça passe ou pas sur la Game Boy old school? Ouais, c'est fait par One Miser, c'est ça? Elle est violette? Rigolo. Allez. Donc, bah écoute, je pense je vais vous refaire une petite chose. Vous avez depuis 21h les liens Discord, les liens Twitter et tout l'univers. Allez check, rejoignez les réseaux. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que la team qui a autour de Shaban sera là pour répondre à vos questions et vous aurez la possibilité de continuer à. Les 3 NFT sont 3 NFT vintage donc à gagner. Donc on a vraiment quelque chose de haute value Historique. en quelque sorte qu'il y a derrière. Et ce qu'on a vu donc avec Audrey et Shaban, téléchargez le jeu. Il n'y aura pas de questions ce soir pour gagner les NFT. Il n'y aura pas de course de coin-coin. Il y aura 0 question, 0 course, 0 tirage au sort. Allez sur le Discord, téléchargez le jeu. Donc, comme ça, ceux qui écouteront le replay, bah, ils le sauront aussi. Hein. Vous téléchargez le jeu, vous avez les liens Android ou iOS, ou si vous voulez le faire sur PC, vous le faites sur PC. Vous allez sur Discord, vous ouvrez un ticket. Salut, je suis de la communauté issue du Hama. Voici mon pseudo. Il vous enregistre dans un leaderboard. Et les 3 premiers du leaderboard d'été fin décembre gagneront un NFT vintage. Voilà comment ça se passe. C'est bien ça, Shaban, hein? Magnifique, ouais, c'est exactement ça. Eh ben, voilà. Et ça vaut la peine parce que je pense que le leaderboard de la compétition est vraiment hyper rude. Mais là, pour la commu, ça va être très accessible. Ça Donc, va être tout nouveau. Et évidemment, bah, pour la commu, on les verra bien parce que c'est ceux qui ont rempli les conditions, qui sont allés sur le Twitter, qui ont bien retweet, qui ont bien like, qui ont bien rejoint le Twitter de Spells of Genesis. Donc, il n'y aura pas de petits grugeurs. Oh, chez Spells of Genesis, hey, j'ai 800 000, les gars, je vais y arriver, je vais niquer d'été. Non, non, pardon. Ça ne marchera pas comme ça. C'est vraiment d'été. Vous arrivez, vous téléchargez le jeu, vous allez, vous ouvrez un ticket. Salut, t'es commune d'été. Voilà mon truc. Voilà mon idée, mon arrobase et autres. Donc, je crois qu'il y en a qui sont déjà dessus. Je crois qu'il y en a qui sont partis pour faire des games. N'essayez pas d'avancer l'heure, ça ne marche pas. J'ai déjà. Vous ne ferez pas plus de points. Allez, ça marche. Le mot de la fin. Un petit mot de la fin, Mister Shaban. Mot de la fin, bah, merci à tous, merci pour l'invitation. Et je recommande à tous ceux qui s'intéressent qui aiment être pionniers, qui s'intéressent aux choses nouvelles de nous suivre, de jouer à Spell, de suivre sur nos réseaux tout ce qui va se passer avec la DAO, ça va être super intéressant. Et n'hésitez pas les choses. Chez nous, il faut chercher un petit peu. Donc, on chille pas trop. Donc, regardez les signaux faibles parce qu'il y a des opportunités intéressantes, je pense, au niveau des NFT quand ils sont nouveaux et qu'il n'y a pas trop de monde qui s'intéresse. C'est là que les meilleures offres se font. Donc, c'est mon conseil. Regardez un peu ce qui ne fait pas trop de bruit pour l'instant, parce que c'est là que se trouvent les pépites, on va dire. Et là, je parle des NFT qu'on a chez nous. Donc, je vous invite à le faire. Très bien. Merci à toi. Donc, vous avez toutes les infos, encore une fois. Comme toujours, Dior, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. C'était l'AMA de Spells of Genesis. Merci à Shaban Chamé, à la team Detective Token, à tous nos membres, aux auditeurs, aux visiteurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay bientôt dispo sur YouTube, n'est-ce pas, Namel? Allez, au boulot. Yes. Bye bye, Merci, ciao, merci. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.